Bienvenue pour la deuxième partie de la dynamique des zones de convergence. On va parler magmatisme de subduction et collision. Nous avons vu que les transformations successives qui avaient lieu au cours de l'enfoncement de la lithosphère océanique dans la sténosphère induisaient une augmentation de la densité. C'est le résultat du métamorphisme haute pression, basse température. Cependant, la lithosphère océanique, on l'a vu dans le chapitre précédent, a subi une hydratation par métamorphisme hydrothermal peu après sa transformation. Des minéraux hydroxylés, comme par exemple la hornblende, ont remplacé les minéraux formés par le magmatisme de Dorsal. Et puis, au cours de la subduction, ces minéraux ont été déstabilisés et remplacés par de nouveaux minéraux qui, eux, ne contiennent plus d'eau. Cette eau qui était dans la croûte est libérée et elle va percoler dans le manteau qui se trouve au-dessus de la lithosphère en cours de subduction. C'est ce qu'on appelle la métasomatose. On note que sur la lithosphère océanique, il y a également des sédiments océaniques et ces sédiments océaniques peuvent également libérer de l'eau au cours de la subduction. Cette eau qui est libérée par les roches de la lithosphère océanique dans le manteau vont modifier les roches du manteau. On passe d'une péridotite sèche à une péridotite hydratée. Et donc, on l'a déjà vu, ça modifie le solidus. Et dans ce cas-là, si on modifie la position du solidus, on peut avoir une fusion partielle. Donc, l'eau libérée par les roches de la croûte océanique induisent un magmatisme. L'eau libérée par la croûte dans le panneau plongeant en transformation peut participer à la formation d'une zone de fusion partielle dans le manteau et ce magma formé en profondeur peut s'exprimer en surface en donnant alors un volcanisme explosif. Alors, on peut étudier les caractéristiques de ce volcanisme explosif. Alors attention, c'est une étude très stéréotypée, mais on peut l'observer chez le mont Sainte-Hélène. Là, vous avez le mont Sainte-Hélène en 1978, avec des écoulements de lave que l'on observe directement sur les pentes et qui dateraient du XVIe siècle. Ce mont Sainte-Hélène, il a explosé en 1980 et on voit qu'il a donné naissance à un gigantesque nuage qu'on appelle en fait une nuée ardente. Et cette explosion, elle a laissé place à la formation d'un cratère en forme de fer à cheval, caractéristique du volcanisme explosif. Et on observe à l'intérieur de ce cratère un petit dôme qui est aussi le résultat caractéristique de ces laves visqueuses qui refroidissent directement sur place. La composition chimique des laves issues de ces volcans en zone de subduction est généralement riche en eau, en tout cas plus que les autres types de volcanisme. On peut voir également que les roches volcaniques issues de ces différents magmas formés en subduction, ils sont riches en silice, SiO2. Et c'est ce qui explique qu'on obtienne des laves visqueuses. Ces laves visqueuses vont avoir tendance à se déplacer lentement. Et ce mécanisme d'ascension donne lieu à différentes modalités. Le magma visqueux, c'est ce qu'on voit ici, il est contraint et donc il va avoir tendance à rester sur place, ce qui induit une pression pour le magma qui est en dessous. C'est la libération de cette pression et la présence notamment d'eau et de gaz qui explique les explosions volcaniques caractéristiques du volcanisme de subduction. Ces laves peuvent produire différentes roches, mais également donc ces fameuses nuées ardentes qui sont formées de gaz, mais aussi de portions de lave, de petits morceaux de lave. Et ces nuées, elles se déplacent jusqu'à 500 km/h. Elles peuvent être d'ailleurs observées depuis l'espace. C'est le cas de cette explosion volcanique qui a eu lieu en 2009 et qui est observée depuis la Station spatiale internationale.
Ces laves produisent des roches volcaniques, donc généralement de texture microlithique. C'est ce qu'on observe pour l'andésite et la rhyolite. Et ces roches, elles sont riches en silice, d'une part, mais elles sont également riches en minéraux hydroxylés, ou en tout cas qui montrent une certaine hydratation. C'est le cas des amphiboles pour cette andésite, ou c'est le cas également des micas pour la rhyolite. Lorsque l'ascension est ralentie, par exemple à cause de l'épaisseur de la croûte continentale, comparée à la croûte océanique, eh bien le magma il peut rester dans la croûte et échauffer les roches qui s'y trouvent. Ainsi, cet échauffement local va induire un nouveau magma dont la composition n'est plus seulement mantélique, on parle alors de magma différencié. Cette interaction avec la croûte explique la diversité des roches mises en place au niveau des zones de subduction. Le magma peut s'enrichir par exemple en potassium. C'est le cas des shoshonites dans les Andes. Si le magma reste bloqué sous la surface, donc il n'y a pas forcément de volcanisme, eh bien on peut observer la formation de roches plutoniques de type granite ou granodiorite, donc riches en silice permettant la formation de quartz et riches en tout cas en minéraux hydratés comme la biotite qui est un mica. Et ça peut donner lieu à la formation de massifs plutoniques. C'est le cas du pluton de Yosemite en Californie, donc qui est observable une fois qu'il y a eu l'érosion de tout le reste. C'est le cas également ici de ce pluton remarquable au Chili. Le terme ultime de l'évolution d'un système convergent, c'est l'affrontement de deux continents, initialement séparés par un océan. On parle alors de collision. C'est le cas notamment de la chaîne de l'Himalaya, qui est une zone de collision et qui comprend notamment le plus haut sommet terrestre, qui est l'Everest. Et cette chaîne de collision, c'est le résultat d'un mouvement convergent de deux plaques, la plaque indienne et la plaque asiatique. Lorsque la collision fait suite à la subduction, on peut observer la mise en place de restes de croûte et de manteaux océaniques. C'est la suture océanique, ici en vert, qui explique que l'on peut retrouver des roches océaniques en pleine montagne, témoin de la présence d'anciens océans. C'est ce qu'on appelle des ophiolites. Cette collision, elle conduit également à un raccourcissement. Les plaques lithosphériques s'affrontent, ce qui va modifier l'aspect des roches et des paysages. Alors à l'échelle du paysage, on va distinguer différents indices tectoniques de ce raccourcissement. On peut notamment observer des plis, qui sont des déformations résultant d'une compression sur les roches. Pour mettre en évidence cette déformation, il faut repérer des couches témoins, ce qui permet de tracer ce type de choses, et donc de déterminer que c'est bien un pli. On peut également observer des failles inverses. Ce sont des zones de rupture des roches, donc des cassures dans le terrain, qu'on observe ici, avec un déplacement relatif des parties séparées. Et ça, c'est lié à une compression. Un des deux blocs vient se déplacer par-dessus l'autre. Et ça, c'est caractéristique des zones de convergence. De la même manière que pour les plis, il faut repérer des couches témoins pour comprendre le mouvement relatif et donc mettre en évidence que c'est bien le résultat, ici pour la faille inverse, d'une compression. On observe également des chevauchements. Ce sont des mouvements tectoniques qui conduisent à ce qu'un ensemble de terrain vienne en recouvrir un autre, et au moins partiellement. Et ça, c'est nécessairement le résultat d'une compression. Ces mouvements, on voit, mettent en place des contacts anormaux entre des terrains qui n'ont rien à faire les uns sur les autres. S'ils sont là, c'est bien à cause d'une compression. On peut également observer des nappes de charriage qui sont de très grands déplacements à très grande ampleur et qui sont mis en évidence notamment sur des cartes géologiques. On peut les étudier grâce à leur composition qui est différente du reste du terrain ou grâce à l'étude de leurs âges qui sont aussi différentes des terrains sur lesquels ils reposent.
Le raccourcissement vu précédemment s'accompagne d'un épaississement de la croûte. Et on l'observe notamment grâce à la présence de reliefs positifs importants dans les zones de collision. C'est un indice topographique de la présence d'une chaîne de collision. On peut étudier cet épaississement de la croûte notamment par sismique réflexion. Alors c'est une méthode qui est basée sur la production d'ondes de choc pour lesquelles les ondes sismiques vont se propager dans les couches géologiques et vont être réfléchies par un certain nombre de réflecteurs. Certains réflecteurs se trouvent par exemple entre deux couches géologiques. Cette méthode de sismique réflexion a été engagée sur un très long trajet qui permet d'étudier une sorte de coupe transversale des Alpes. Et on obtient ici un résultat simplifié du profil écorce entre la France et l'Italie. Et on observe tout un tas de petits traits qui sont ces fameux réflecteurs, donc qui ont réfléchi les ondes sismiques. Alors, cette étude de sismique réflexion, elle permet de mettre en évidence la présence d'écailles crustales, qui sont ces objets pointés par les flèches ici, et qui sont en fait du matériel de la croûte qui s'empile, résultat en fait de la compression et du raccourcissement. Et puis, on observe également un deuxième élément par sismique réflexion, c'est l'enfoncement du moho. En effet, sous le poids de la croûte, eh bien, le manteau s'enfonce et le moho, il atteindrait 50 km sous la chaîne des Alpes et 70 km dans l'Himalaya. En conclusion, et pour répondre à notre problématique, la lithosphère océanique plonge en profondeur au niveau d'une zone de subduction, sous l'effet des courants de convection dans le manteau et du déséquilibre gravitaire. Ce phénomène de subduction implique donc des plaques lithosphériques elles-mêmes et l'ensemble du manteau. Il est caractérisé par différents indices, notamment la formation d'une fosse océanique, la formation d'un panneau plongeant qui est observable par tomographie sismique, et puis la mise en évidence d'un plan de Wadati-Benioff qui est en fait un alignement des foyers sismiques le long du panneau plongeant. La lithosphère en subduction subit des modifications minéralogiques qui libèrent notamment de l'eau. C'est le métamorphisme de haute pression basse température qui produit des roches de faciès schiste bleu et éclogite. L'hydratation du manteau situé au-dessus du panneau plongeant induit une fusion partielle des péridotites. Ainsi, les zones de subduction sont le siège d'un magmatisme intense. Les magmas produits peuvent s'exprimer en surface et donner un volcanisme explosif, ou peuvent cristalliser en profondeur, sous la forme de massifs plutoniques. Nous avons vu que les magmas peuvent subir des modifications lors de leur ascension, ce qui explique la diversité des roches mises en place dans ces régions de subduction. Si ces roches magmatiques mises en place montrent une diversité pétrologique, leur minéralogie atteste toujours de magmas riches en eau. Au terme de la subduction, on peut observer l'affrontement de deux lithosphères continentales qui conduit alors à un épaississement crustal, caractéristique de la collision. Cet épaississement est le résultat d'une compression qui induit un raccourcissement et un empilement des matériaux de la croûte. Ce phénomène de compression qui aboutit à la collision est identifiable grâce à des indices tectoniques qui déforment les roches et modifient les paysages. On observe des plis, des feuilles inverses, des chevauchements ou encore des nappes de charriage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la dynamique des zones de convergence, mais c'est aussi la fin de la partie géologie du programme. Bravo, vous y avez survécu. N'hésitez pas à prendre des notes pour bien noter vos questions et aussi à répondre au quiz pour vérifier que vous avez bien tout compris. Allez, à très bientôt!